go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 63e épisode du Facebook Podcast. Ça y est, les playoffs des 49ers vont commencer. Un match contre les Packers qu'on n'attendait pas forcément. Pour en parler, comme d'habitude, Kevin, Gonzague et Olivier. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Et un invité spécial, Alex, fan de Green Bay. Alex, tu peux te présenter. Salut, comment ça va ? Salut les gars, salut tout le monde. Bah oui, Alex de Touchdown Actu, des têtes de fromage. Ravi de faire partie de l'émission, d'être invité. C'est une surprise aussi pour moi de vous affronter ce week-end, mais c'est un plaisir. Une bonne surprise, une belle victoire contre Dallas. Tu t'attendais avant le match, déjà avant la saison, on n'attendait pas forcément les Packers à ce niveau-là, mais même avant le match, tu t'attendais à avoir une démonstration comme celle des Packers là ? Alors la victoire, je l'avais annoncé. Enfin, en tout cas, on l'avait plus ou moins dit. Une telle facilité dans le jeu et un tel scénario, non, clairement. Toutes les planètes se sont un petit peu alignées, mais bon, connaissant Dallas, c'était quand même relativement prévisible, notamment avec un début de match comme ça. On l'avait dit, si les Packers réussissaient leur début de match, il y avait de grandes chances que ça aille au bout parce que les Cowboys allaient finir par paniquer très vite. C'est ce qui s'est passé, donc nous voilà en divisional round, donc bonne surprise, pas trop prévisible en début de saison, ni même à mi-saison, mais voilà, on prend. Ouais, les Packers, vous avez fait une fin de saison en boulet de canon, notamment sous l'impulsion, moi je trouve, en tout cas, tu me dis ce que t'en penses, mais de Jordan Love, qui s'est vraiment révélé à un niveau qu'on n'attendait pas forcément de lui. Qu'est-ce que ça fait, en tant que fan des Packers, d'avoir un troisième bon quarterback de suite ? Vous êtes chiant, en fait, vraiment, arrêtez. Ayez des années de merde comme les autres, quoi. Ouais, alors on va quand même attendre qu'il confirme en 2024 ces bonnes dispositions des 2 derniers mois. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses positives, il y a beaucoup de lancers qui laissent penser qu'il a le truc comme ses 2 prédécesseurs. Écoute, on va pas s'en plaindre. Maintenant, la bonne forme de Green Bay, elle vient de Jordan Love, clairement, de ses gros progrès, mais elle vient aussi beaucoup du coaching staff offensif. Et on a beaucoup craché sur Matt LaFleur, notamment dans mon podcast, Les Têtes de Fromage, moi le premier. Mais il faut dire que depuis mi-novembre, plus particulièrement depuis Thanksgiving et la victoire à Détroit, le cahier de jeu est beaucoup plus performant, beaucoup plus varié, beaucoup plus inattendu pour l'adversaire. Et voilà, ça se ressent. Et je pense qu'il a trouvé une formule qui fonctionne bien, avec aussi le retour en très très grande forme d'Aaron Jones ces dernières semaines, qui avait été blessé, on pensait saison terminée. Finalement, il est revenu pour les 3 derniers matchs de la saison. Et là, il cartonne tout. On l'a vu contre Dallas. Ça a été aussi l'élément moteur des derniers matchs qui nous ont qualifiés en play-off. Donc voilà, c'est pas que Jordan Love, c'est vraiment toutes les squads offensives. Kevin, toi, en tant qu'observateur plus extérieur des Packers et du match contre Dallas, t'as pensé quoi de la performance de Green Bay ? C'était vraiment impressionnant. Moi, c'est une équipe que je suis en général d'assez près. Ça fait partie des équipes que j'aime bien en NFL. Jordan Love, que j'avais trouvé très impressionnant dès les 3 premiers matchs, qui avait un peu chuté après, et puis finalement je les ai un peu perdus de vue. Je les ai retrouvés face aux Giants, où j'avais été très déçu en fin de saison, où ils perdent face aux Giants. Je me dis bon, ça va peut-être être compliqué pour eux. Et puis là, je regarde leur match ce week-end, et c'était vraiment incroyable ce qu'ils ont fourni face aux Cowboys. J'avais pas du tout espoir qu'ils puissent exister face à une équipe de Dallas, qui malgré ce qu'on peut dire était très très forte à domicile cette année, probablement la meilleure équipe de la ligue à domicile. Et puis finalement, Dallas explose en playoff comme d'habitude et Green Bay a joué le coup à fond. Jordan Love a été parfait. Et finalement, la hype Packers commence à remonter dans la ligue. Et puis, voilà, on va être face à eux. Et voilà, on n'avait pas imaginé ce scénario une seule seconde finalement de retrouver les Packers cette année. Olivier ?
Ouais, ben moi, je suis les Packers, j'ai toujours suivi les Packers, c'est une équipe que j'aime bien. Et leur saison, elle a basculé quand ils ont gagné à Thanksgiving contre les Lions au Ford Field. Et à partir de là, on a vu, c'était plus la même équipe sur le terrain. Et il y a du talent, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et moi, le premier, j'avais dit qu'ils allaient prendre une branlée contre Dallas. D'ailleurs, les gars, on s'est gavé niveau pronostic. Si vous voulez gagner de l'argent, vous nous Moi, je suis à écoutez. 3, moi, je suis à 3 sur 6. Moi aussi, Vous faites pas les mêmes. l'inverse de ce qu'on dit. Voilà, comme ça, être sûr de gagner. Même on avait dit que moi, le premier, j'ai dit qu'ils allaient prendre une branlée parce que Dallas était impressionnant chez eux. Mais ouais, sur ce match-là, ça a super bien joué. Et puis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Packers, ils draftent des quarterbacks, ils les mettent en couveuse pendant 1 ou 2 ans. Ils écoutent pas tout ce que ça peut dire autour. Et puis quand le mec il sort, ben il sait ce qu'il a à faire. Et ça a marché avec Brett Favre, ça a marché avec Aaron Rodgers, ça marche maintenant avec Jordan Love. Ouais, ben ça prouve qu'un petit peu de stabilité et un tout petit peu d'attente et de patience, j'ai dit un gros mot, j'ai dit le mot patience, ça peut faire des choses magiques en NFL. Gonzague? Bon, je crois que tout a été à peu près dit. Hein. Jordan Love est très impressionnant dans sa progression. C'est quand même un quarterback sur lequel moi j'étais très circonspect au moment de sa draft. Et je l'ai été pendant encore un très bon moment. Je ne voyais pas du tout en lui un successeur de Rodgers. Et en fait, il est en train de complètement me faire mentir. Les progrès sont quand même assez notables. Quand tu dis 1 ou 2 ans en couveuse, t'es quand même bien sympa. La spécialité de Green Bay, c'est plutôt ces 3-4 ans. C'est un peu une spécialité locale. Et surtout, très très fan d'Aaron Jones, qui était un running back que j'aimais beaucoup déjà à l'époque universitaire à UTEP, qui a vraiment mis, je trouve, un petit peu de temps avant de démarrer et qui aujourd'hui montre clairement qu'il est un running back numéro 1 dans cette ligue et très très performant. Et moi, j'avais pronostiqué un match assez serré, mais une victoire de Dallas quand même, mais un match assez serré face à Green Bay. Et force est de constater qu'ils nous ont complètement fait mentir, et avec une très belle prestation et une équipe en effet qui s'est décomposée en face. Moi, ce qui m'impressionne surtout dans l'équipe de Green Bay, c'est que c'est vraiment une équipe de gosses, quoi. C'est l'équipe la plus jeune de NFL. Donc est-ce que ça va suffire cette année? Je sais pas. On fera les pronos un peu plus tard, mais en tout cas, ça annonce des belles choses à venir parce que offensivement, Jordan Love reste un joueur jeune. Les receveurs sont super jeunes, les tight ends aussi. Il y a beaucoup de choses impressionnantes dans cette équipe-là. Vous parlez d'Aaron Jones à juste titre. J'aurais bien aimé qu'il performe un petit peu plus tôt dans la saison parce que je l'avais en fantasy et qu'il a rien branlé de la saison. mais il est là au bon moment et quand ça compte. Alex, avoir une équipe jeune aussi, ça donne des perspectives d'avenir. Ça donne des perspectives d'avenir, mais ça crée des attentes aussi, clairement, parce que maintenant qu'on a entrevu un potentiel, peu importe l'issue de la rencontre de dimanche et peut-être celle d'après, tu te dis que tu as une escouade offensive qui est effectivement menée par un quarterback qui a 3 ans d'ancienneté, et avec des receveurs donc plus âgés. C'est Romeo Doubs qui est en 2e année, avec Christian Watson, mais bon, Watson c'est un cas un peu particulier parce que étant tout le temps blessé, nous en tant que suiveurs des Packers, on se demande même si son avenir est encore à Green Bay, mais bon. Donc tu as une escouade de receveurs hyper jeune, hyper prometteuse. Ça rappelle un peu ça rappelle le début de carrière de Rodgers où il avait Jordy Nelson, Jennings, Jones et Cobb. Donc c'est prometteur. Après, il y a encore des trous, notamment de l'autre côté du ballon en défense. Donc, il va falloir continuer à bien travailler. Mais forcément, le départ de Rodgers ayant généré des pics, mais surtout des pics de draft, mais surtout dégager de la masse salariale, tu vas pouvoir faire des choses à la prochaine intersaison que tu ne pouvais plus faire depuis plusieurs années. Donc voilà, les attentes sont là. Et après, l'appétit vient en mangeant. Donc forcément, là, la victoire probante contre Dallas nous donne un peu plus faim. On va passer notamment du coup au match dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin contre les Packers et les 49ers au Levi Stadium. Kevin, qu'est-ce que tu attends de voir pour ce match-là, pardon? On est en play-off, évidemment, on attend une victoire. Zéro offense contre toi, Alex, mais je vois pas dans quel monde il y a un match. Je retourne le problème dans tous les sens depuis la qualification des Packers. Je vois pas comment on gagne pas ce match. Ça serait vraiment une grosse surprise pour moi. On semble supérieur sur absolument tous les secteurs de jeu. Même j'ai envie de dire sur le coaching, on a Kyle Shanahan qui est un des pères spirituels finalement de Matt LaFleur.
Que ouais, j'attends une victoire et puis j'attends pas une petite victoire de 1 ou 2 points. J'attends quand même une victoire assurée qui nous projette vers la suite. Je vois plus loin que ce match-là, finalement. Olivier? Écoute, moi, jusqu'à présent, j'étais très, très serein avant le début des playoffs. La semaine dernière, ça m'a un peu ramené sur terre parce que il y a beaucoup d'équipes que je voyais se qualifier avec de l'expérience et tout, qui se sont pris des branlées. On va dire, on va appeler un chat un chat. Les Browns en premier et Dallas en second. Alors, j'ai commencé un peu à flipper, hein, et après, je me suis un peu calmé. Notre quarterback, c'est pas Dak Prescott. Donc déjà, ça va éviter quelques problèmes. Ensuite, le point le plus, il n'a pas été élu quelque chose, Dak Prescott, First League, je sais pas trop quoi là. Deuxième équipe All Pro. Ah d'accord. Donc c'est le deuxième meilleur quarterback de la ligue. Les mecs qui votent, ils avaient des moufles. Potentiellement, il va finir deuxième au MVP aussi. Attends-toi à ça. Ah d'accord. Bon bref, ça c'est notre débat. Il faudra qu'on m'explique un jour. J'ai du mal à comprendre. Ce mec a des moves. Bon bref. Donc voilà, ça c'est le premier point. Après, je me suis rappelé aussi que défensivement, on a quand même on va pas jouer comme des gros cons comme a fait la défense de Dallas. Dire quand ça fait 453 fois que tu envoies un blitz et que ça marche pas, arrête de blitzer, abruti. Mais bon, ça c'est. Le seul truc qui pose problème, c'est que nous, on a Ambry Thomas. Et quand j'ai vu la qualité de leur receveur, je dis n'importe quel receveur sur Ambry Thomas, ça va être interdit aux moins de 18 ans. Bon, maintenant, ça passe Olivier, 2 heures du matin. est-ce que tu as lu l'article sur Touchdown Actu que j'ai écrit pour la preview des Oui, playoffs je me suis dit, c'était pour moi. Je t'en ai mis une petite pour Ambry Thomas. C'était une dédicace. Non, voilà, je dis, nous, ça va se jouer sur Ambry Thomas. Sinon, pour le reste, c'est vrai que je rejoins avec un peu plus de calme et de sérénité. Je rejoins Kevin. Normalement, on devrait gagner. Mais putain, c'est de la NFL. Et la normalité dans ce sport, c'est très, très rare, quoi. Et franchement, si ils vont être sur un petit nuage, les gars des Packers, ils vont la faire à la Jean-Claude Duss. Hein. Sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Donc, joue ta chance à fond. Hein. Gonzague? Je vais un peu rejoindre mes deux compères sur le fait que je m'attends à une victoire des 49ers plutôt nette, pour une raison toute simple, c'est que je pense qu'en prenant en compte les forces et les faiblesses de chaque équipe, on est une équipe qui vraiment a des qualités partout où ça peut faire mal aux Packers. Prenons le match par exemple face à Dallas des Packers. Je n'ai pas compris les choix stratégiques de Dallas d'insister sur leur force, qui est certes le jeu de passe, mais qui est également la très grosse force défensive des Packers. Arrête-moi Alex si j'ai une bêtise, mais je crois qu'ils sont 9e contre la passe en défense et 27e contre la course. Ils n'ont fait que du jeu de passe d'entrée avant même d'être largués. Et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris. Je pense que nous, avec les jeux de course que nous avons et les schémas de jeu, notamment à la course que nous avons, on a largement de quoi emmerder la défense des Packers. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les mêmes forces que celles qui nous ont fait gagner face à eux les 2 dernières fois, voire les 3 dernières fois. Et normalement, ça devrait passer. C'est là où je trouve. Et puis, Jordan Love a montré beaucoup de belles choses face aux Packers, mais il a un profil de quarterback. Face à Dallas, pardon. Mais il a un profil de jeu qui, je pense, peut plaire à nos edge rushers. On a beaucoup de mal face au quarterback mobile, et c'est pas la première qualité, je trouve, de Jordan Love, où, même si les progrès sont énormes sur beaucoup de facteurs, je trouve qu'il a un jeu de jambes, notamment après snap, qui mérite encore d'être amélioré. Et s'il met trop de temps dans ses lectures, Nick Bosa peut se régaler. Et c'est pour ça que, malgré toutes les qualités que je prête aux Packers, c'est vraiment le très bon match qu'ils ont fait face à Dallas. Je pense que malheureusement, au niveau des forces et faiblesses de chacun, les 49ers devraient l'emporter. Alex, toi, ton avis, est-ce que vous, en tant que fan de Green Bay, toi, en tant que fan de Green Bay, t'es plus sur ce qu'on a pu dire ou ce que certains peuvent penser, c'est-à-dire que maintenant, c'est que du bonus, ou vraiment, là, on y va à fond et l'objectif, il est vraiment de gagner et de continuer l'aventure? Non, alors, la saison, elle est réussie. Elle est réussie depuis la qualification en play-off. C'était totalement inenvisageable à la moitié de saison. On sortait vraiment de grosses purges contre Denver, contre Vegas. C'était vraiment très dur à regarder. Il se passait rien, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, ce réveil offensif, ces éclats défensifs et les progrès de Love font que forcément, on a ce qu'on espérait, c'est-à-dire voilà, un match de play-off, on fait tomber Dallas qui pensait encore, enfin qui s'est vu encore trop beau. Donc jusque-là c'est positif. Après, on sait très bien que les 49ers, c'est une autre paire de manches.
Vous l'avez dit tous les quatre, il y a un paramètre qui va différer énormément du dernier match, c'est le jeu de course, et de Christian McCaffrey en l'occurrence. Donc ça va être un très très gros défi. Maintenant, on a fait des progrès ces derniers temps sur la ligne offensive notamment. Donc je suis pas sûr que ça soit une boucherie de ce côté-là, parce que nos deux tackles ont vraiment performé. Zach Tom, le tackle droit de deuxième année, il fait maintenant partie des tout meilleurs à son poste, en tout cas depuis ces 2 derniers mois. C'est vraiment une bonne surprise. Walker, qui remplace Bakhtiari depuis le début de saison, autant il a été complètement à la rue jusqu'à Thanksgiving avec des fautes, etc. Maintenant, il fait plus de fautes et il est vraiment très, très dur à passer. C'est pareil sur le jeu de course, où la ligne était vraiment nulle et maintenant ils arrivent à faire des brèches. Maintenant, vous l'avez dit, les forces des 49ers, c'est les faiblesses des Packers. C'est-à-dire qu'on va tomber contre un jeu de course, on va tomber contre une ligne offensive qui va, je pense, quand même poser des soucis, même si c'est pas votre plus grande force cette année. Quand même, Trent Williams a bougé, ça va pas être quelque chose d'hyper simple. Et moi, autant le secondary des 49ers, clairement, il peut il peut être exposé face au dynamisme des jeunes receveurs. Mais il y a déjà un paramètre qui va être différent contre San Francisco par rapport à Dallas, c'est les linebackers. Fred Warner face à Musgrave et Kraft, par exemple, nos tight ends, qui sont très très bons, très très prometteurs. Ça reste, c'est Fred Warner en face, donc ça va pas tout à fait être le même niveau que Clark, le linebacker je me rappelle plus de son prénom, le linebacker des Cowboys. Donc ça va être un problème. Et puis pareil, c'est toujours Warner, il sent hyper bien le jeu. Donc un mec comme Reed ou comme Dobbs, entre les deux zones, vont avoir du mal à se libérer et à s'ouvrir autant qu'ils ont pu s'ouvrir contre Dallas. Donc voilà, de ce côté-là, ça va être compliqué. Et puis offensivement, même si je pense que Deebo Samuel et Ayuk peuvent être un peu gênés par les cornerbacks, et notamment Jair Alexander, qui a l'air d'être bien remonté. Maîtriser toutes les menaces, ça va être quand même difficile, et sachant qu'on faut rajouter à ça Kittle et McCaffrey qui peut aussi apporter dans le domaine aérien, ça va être très très dur. Maintenant, pour terminer sur cet aspect-là, on est outsider, on n'est pas favori, notre saison est réussie, donc nous on n'a absolument rien à perdre. Les 49ers, ils ont dominé la saison de A à Z, hormis contre les Ravens. Mais ils sont ultra favoris. Ils ont la pression, ils sont au Levi Stadium. Donc on est dans un scénario et un schéma qui est un petit peu similaire à celui de Dallas. La tendance à choquer peut-être en moins pour les 49ers qui ont plus de références que Dallas ces dernières années. Mais la vérité, elle est là quand même. C'est-à-dire que Green Bay, ils arrivent en se disant, bon, de toute façon, tout le monde pense qu'on va en prendre 40. Donc allons-y, quoi. Et les 49ers, ils peuvent pas perdre. Sinon, ça ferait vraiment tâche. Voilà. C'est ça, en fait, c'est que tu as une équipe de Green Bay qui a une saison déjà réussie et une équipe de San Francisco qui joue pour avoir cette saison réussie, parce que tu l'as dit, la défaite aujourd'hui de San Francisco, ce serait une saison complètement ratée. Si tu vas pas au moins en finale de conf, voire au moins au Super Bowl, tu peux considérer que la saison elle est ratée. Petite question, Alex, parce qu'on a posé la question, on pose des questions à chaque émission à nos auditeurs, et il y en a beaucoup qui ont voulu savoir notre avis, mais je préfère quand même prendre le tien. Si tu devais nous sortir un point fort et un point faible de l'équipe des Packers, notamment face à San Francisco, ce serait quoi ? Le point fort, ça sera, je pense, c'est quand même le jeu aérien, la capacité à prendre le dessus, notamment grâce à Jaden Reed ou Romeo Doubs ou même Weeks, qui est vraiment très, très, une grosse satisfaction de la saison. Donc là, je pense que ça peut quand même marquer des points. Surtout que Love a montré qu'il pouvait jouer sous pression. Il a quand même balancé 2-3 ogives hyper précises alors qu'il était en train de se faire bousculer. Donc ça peut être positif. Après, je crois que c'est Olivier qui l'a dit tout à l'heure, le jeu de course, ou c'est Gonzague peut-être qui a parlé de notre bilan à la course. Enfin voilà, notre bilan contre la course est quand même très faible. Key Walker, le linebacker, c'est pas sa spécialité vraiment la course.
C'est plus un mec polyvalent, mais ça va pas vraiment être un rempart contre la course. Et c'est un petit peu pareil pour la ligne défensive, en fait. Même si il y a eu quand même des gros progrès par rapport à des années où c'était vraiment la cata, et notamment cette finale de conf contre les Niners, où on s'était fait démolir par Mostert. Il y a eu des progrès, mais ça reste compliqué quand même. Et on joue McCaffrey, quoi. Donc à moins que McCaffrey se blesse rapidement, parce qu'il fait partie des faits de jeu qui peuvent arriver, mais s'il se blesse pas, il va y avoir des yards, c'est obligatoire. Gonzague, si toi tu devais avoir un facteur X sur ce match-là, l'action, le domaine dans le jeu qui fera la différence. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que je pense en effet qu'il faut en effet insister sur la course sur ce match-là, parce que Alex l'a très très bien expliqué à l'instant. C'est clairement pour moi le facteur déterminant de ce match. Si on arrive vraiment à sortir de très beaux jeux de course, ils peuvent très très vite être en galère. Et l'autre fait de jeu, je pense très important, et je trouve que c'est un des points communs en termes de qualité qu'il y a chez les deux équipes, c'est la gestion de l'horloge. C'est la gestion de l'horloge, parce qu'on a vu de très beaux drives bien maîtrisés de la part des Packers sur le match face à Dallas. En tout cas, moi, ça m'a vraiment surpris. Et c'est également aussi un de nos points forts, nous, cette année. Donc, je pense que celui qui va le mieux tenir l'horloge peut prendre un ascendant très, très rapide sur son adversaire. D'ailleurs, je pense que dans ce match, celui qui va prendre le lead au début va avoir de très fortes chances de l'emporter à la fin. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup par rapport à cette confrontation. Si je peux me permettre, juste, c'est effectivement une des recettes de Green Bay ces dernières semaines, et ce qui a fait pas mal de réussite dans la course au playoff et contre Dallas, c'est même en gagnant le toss au début, c'est de prendre la réception du ballon dès le début pour essayer de prendre la main et de maîtriser l'horloge. Là, contre les Cowboys, le premier drive, il dure 8 minutes, quelque chose comme ça. Et c'était pareil contre les Vikings et contre les Bears les 2 dernières semaines, où il y a finalement assez peu de drives avant la mi-temps, mais c'est des drives qui sont hyper efficaces, qui mangent complètement l'horloge, qui épuisent la défense en face. Donc voilà, effectivement, je pense que ça va être un facteur clé. Olivier, ton facteur clé ? Écoute, moi, déjà, pour répondre à ce qu'il a dit Alex, si CMC se blesse, on s'en fout, on a Jordan Mason. Voilà, ça, ils le connaissent pas, c'est l'arme secrète. Mais oui, mais sauf que tu sais très bien. Il jouera pas, Jordan. Il jouera pas, Jordan. On l'aura fait avec Monster. Michel existe. On leur fera parler Jordan Mason. Hop. Voilà, ça c'était juste pour la blessure de CMC tout à l'heure. Non, mais oh. Et après, non, pour devenir sérieux, parce que je suis quand même un garçon sérieux, moi, je pense que c'est Kittle qui va faire la différence. Parce que vous parlez du jeu de course, ils sont bons aussi, ils sont bons au fond. Ils ont un linebacker qui est moyenasse, puis il va donner la balle à Kittle, il va le rentrer dedans. Sur les jeux de course, il va faire ses blocs à la Kittle. Et si Kittle nous fait un match comme il est capable de faire, ça va régler le problème. Côté offensif, ça va être ça, et côté défensif, la défense contrôle la course avec le retour, si possible, parce qu'il était limité à l'entraînement, j'ai vu ça tout à l'heure, d'Armstead. Si on retrouve Armstead et Hargrave en plein axe, je souhaite bien du courage à Aaron Jones. Kevin ? Moi, autant je fais totalement confiance à notre attaque, je veux dire, que ce soit Kittle, que ce soit Ayuk, que ce soit McCaffrey, que ce soit Debo, je m'en fous, ils vont faire la différence parce qu'il y a trop de talent dans cette attaque pour que tout le monde soit freiné. Mais par contre, je compte sur notre défense contre la course parce qu'il y a un Aaron Jones qui sort d'un match monstrueux. Alors oui, on parle de Jordan Love à la passe, oui. Mais je veux dire, s'il y a que ça dans leur jeu, ils feront pas de différence. On va les bloquer. Par contre, si Aaron Jones performe comme il a performé contre les Cowboys avec 3 touchdowns, là, ça peut être plus problématique. Donc là, je compte vraiment, c'est vraiment là-dessus que j'aurai un œil avisé sur comment on va réussir à bloquer Aaron Jones. Parce que les dernières semaines qu'on a fortement dominé, c'est parce que les coureurs adverses n'avançaient pas. Même des très gros coureurs, on les bloquait à 20-30 yards dans le match. Et c'est ça que j'attends qu'on fasse avec Aaron Jones. Parce que voilà, s'il prend du rythme, on va avoir du mal à stopper et la course et la passe, ça va alterner. Et nos DB vont commencer à être dans la sauce. Et ça va devenir compliqué. Donc j'attends fortement qu'effectivement Arik Armstead fasse son retour et qu'il nous aide là-dedans. Ouais, oui, vas-y Alex. Ouais, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Kevin, effectivement, bloquer Aaron Jones, c'est la clé de votre réussite. Parce que si vous avez regardé un petit peu les derniers matchs, notamment depuis les 4 derniers matchs, les 3 derniers de saison régulière et ce match contre Dallas, il y a une recette qui a été mise en place avec ce retour d'Aaron Jones, c'est-à-dire
des schémas de course un petit peu plus créatifs et originaux que ce qu'on avait en début de saison. Bon, ça, c'est pas très dur. Mais du coup, il gagne beaucoup de yards, Aaron Jones, quand même, quand il est dans de bonnes dispositions. Et en fait, non seulement, donc je l'ai dit, ça maîtrise l'horloge, mais derrière, ça enlève cette pression à Jordan Love. Et lui, derrière, il punit. Il punit. Et ça a été le cas ces derniers matchs. C'est-à-dire que les défenses, finalement, sont perdues entre cette capacité de Jones à aller chercher le first down dès sa première course. Et derrière, tu as Jordan Love qui arrose, dans le bon sens du terme, vers ses receveurs, souvent dans des zones où ils arrivent à se démarquer. Et ça a été complètement raté par Dallas. C'est-à-dire qu'ils se sont fait happer par ce système-là. Et j'ai pas tellement de doute sur le fait que San Francisco arrivera à mieux gérer. Mais si Aaron Jones est bloqué, tout de suite, Love devient moins impressionnant et moins déterminant. Parce qu'il y aura moins cette double menace, finalement. En clair, tu nous expliques que pour pouvoir gagner des matchs, les Packers ils sont mis à jouer comme San Francisco. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Voilà, ce que tu viens de dire, c'est un jeu de course dominant avec un quarterback qui peut arroser de façon intelligente, avec des cibles différentes. Franchement, sur ces 4 dernières semaines, oui, c'est le sentiment que j'ai eu avec vraiment des coups d'éclat de Love. Mais ouais, c'est un peu ça, c'est ça. Des schémas plus efficaces. Après, il y a des choses qui manquent aux Packers par rapport aux 49ers, mais ça a été une reproduction. Alors après, comme tu l'as dit, ils sont de la même école. Ils étaient ensemble à Atlanta, notamment, et à Washington. Donc, il y a peut-être un peu de ça aussi. Ah, bien sûr. C'est pour ça, ça prouve. Moi, ce que tu as dit, j'abonde totalement dans ton sens. Ça prouve que c'est une façon de jouer. On n'est pas obligé de jouer avec 5 receveurs écartés, balancer des ballons et puis quand on arrive en playoff qui fait froid, on n'arrive plus à jouer. Voilà, question suivante. De qui tu parles? Je parle de personne. Non, mais par contre, pour rebondir sur Aaron Jones, moi, je suis assez, en effet, impressionné par cette dernière performance. Et surtout, quand on regardait les gros plans qu'il y avait de lui sur la sideline, dis-moi, Alex, il a l'air complètement possédé. Il a l'air complètement possédé, quoi. Et je me dis, mais en fait, il a plus peur de rien, quoi. Il a l'air sur une autre planète. Il est assez marrant à regarder, d'ailleurs. Parce que tu vois dans son style de jeu et tu vois même sur la sideline par rapport à ça, c'est assez étonnant. C'est un mec un peu perché, mais par contre, ce qui est certain, c'est que ce côté peut-être un peu excentrique ou possédé, comme tu dis, ça fait de lui le leader. C'est lui le vrai leader de cette équipe, c'est lui qui remonte le moral à ses gars. C'est pour lui que les joueurs jouent. On l'a vu, on a entendu Jayden Reed, le receveur rookie, en sideline, lui dire que c'était son modèle, que quand il faisait des blocs, alors que c'est un receveur, il bloquait pour lui, et que quand il ratait les blocs, il était dégoûté pour lui. On l'a vu remonter le moral de Weeks après un drop fâcheux en mi-saison. Depuis Weeks, il fait des matchs de fou. Enfin, c'est lui le taulier. Et effectivement, sa présence, je pense qu'elle transcende vraiment les gars autour. Oui, il a un peu le rôle qu'a un George Kittle chez nous, à savoir que ça va être le visage qu'on va voir sur la sideline parce qu'il se passe des choses, etc., mais qu'il a un vrai rôle de leader. Moi, mon facteur X, il va être sur notre défense, le jeu offensif de Green Bay. Moi, ça va être sur le jeu aérien. On en a parlé un petit peu comme une blague, mais je suis très sérieux quand je dis ça. J'espère que Romeo Doubs sera pas marqué par Ambry Thomas, parce que Doubs m'a beaucoup impressionné en cette fin de saison. Et contre Dallas, j'ai trouvé des choses très impressionnantes. J'ai l'impression qu'il était tout le temps ouvert. Il a fait un super match. Et Ambry Thomas, c'est Ambry Thomas, sûrement le facteur faible, je pense, de notre défense depuis qu'on a changé de système avec la sortie d'Isaiah Oliver et le noir replacé en nickelback. Donc voilà, j'espère que Jordan Love va pas trop regarder les autres quarterbacks qui lançaient du côté d'Ambry Thomas sans trop réfléchir. Parce que du côté de Charvarius Ward, je me fais pas d'inquiétude. Charvarius Ward joue un très très haut niveau depuis la deuxième moitié de la saison. Il a été reconnu dans la deuxième équipe All-Pro. Mais il y a toujours cette question du cornerback 2 qui est quand même une question assez récurrente chez nous et qui pourrait m'inquiéter si d'avenir le receveur qui est sur lui, que ce soit Dobbs ou Weeks ou Reed, prend le dessus. Après, Ambry Thomas, c'est rien de sûr non plus. Il s'est fait opérer de la main il y a 2 semaines. Donc oui,
il devait jouer dès le départ. Il est prévu qu'il soit sur le terrain, mais malgré tout, il sort d'une opération à la main. Donc, bon, après, tu me diras, Olivier, sa spécialité n'est pas de se servir de ses mains non plus. mais quand même. Voilà, je sais pas. Mais... Et toi, Alex, est-ce que tu as un avis sur Ambry Thomas? Parce que moi, il semblerait que j'ai un avis marqué sur cette engeance, mais toi, est-ce que tu as un avis marqué sur lui? Est-ce que vous aussi, vous avez analysé qu'il était nul? Honnêtement, non. Je j'ai pas étudié ça encore de près. J'ai souvenir d'Ambry Thomas à Michigan et qui avait voilà, ses qualités, ses défauts. J'ai bien cru comprendre que c'était pas la panacée, comme dirait mon ami Raoul, du côté de San Francisco. Maintenant, je pense que c'est quand même compensé par, par Ward de l'autre côté et puis par le facilitateur qui est la ligne défensive. Donc, est-ce qu'il va être si exposé que ça? Je sais pas. Après, je sais pas. Honnêtement, j'espère, puisque tu as l'air d'être certain de sa médiocrité. Il faut quand même que tu vois les deux jeunes comprendre, c'est 9 fois sur 10, le mec, le quarterback, il court d'un côté, puis jette la balle de l'autre côté au hasard, du côté d'Ambry Thomas. Une fois sur deux, il lève la main après que le ballon soit passé, il est derrière le receveur pour lui donner juste l'espace entre la end zone et le receveur, il se met derrière lui pour pas trop le gêner. On a connu ça aussi, nous. Mais est-ce qu'il plaque mieux que Bradbury quand même? Ça s'appelait pas Kevin King chez vous? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Kevin King. On a Darnell Savage qui a ses matchs aussi où il est un peu comme ça. Mais rassure-moi, est-ce qu'il plaque mieux que Bradbury? Je sais pas. Parce que comme alors, c'est pas compliqué de plaquer moins bien que Bradbury en ce moment. Non, mieux. Ah non, c'est pas compliqué de plaquer. Bradbury, ça compte pas, il a pris son contrat. Attends, ouais, Bradbury. Non, parce que Ambry Thomas, je sais même pas s'il plaque. Il est sur le terrain, puis de temps en temps, il est touché par la grâce, il fait une action. Ça lui arrive une fois tous les 4 matchs, et il fait le malin face à l'adversaire pendant 2 heures. J'ai les mains sur la tête à chaque fois. La chance que mes voisins ont, c'est que le match sera 2h30 du matin, et je pourrais pas hurler comme je fais d'habitude, c'est tout. Mais là, ça fait bien 4-5 matchs qu'il a pas fait de grosses actions, donc ça peut peut-être tomber là. Ouais, mais ça fait 3 semaines qu'il a pas joué, c'est ça ton impression? Ça compte pareil. Ça compte pareil. On va passer au pronostic. Kevin, ton prono pour le match? Je dirais 31-14 pour San Francisco. Gonzague? 42-27. Olivier? 24-14. Alex? 34-21 pour San Francisco. Et moi, j'étais sur un 28-19. Quand même un match serré, ça reste les playoffs, les gars, faut être sérieux 2 minutes. Il y en a eu des matchs très déséquilibrés ce week-end. C'est pas. Non, mais d'accord, mais c'est Pittsburgh, ça compte pas. Mais Elliott, en fait, moi je vois. Et Philadelphie, ça compte pas non plus? Bah, pas trop, non. Vu comment il joue Philly depuis quelques semaines, Philly, ça compte pas trop, non. On parle pas de Philadelphie, s'il vous plaît. Après, s'il y a une justice, il y a 2 ans, on était premier seed, on sortait de bye week, on vous a accueillis en divisional, on a perdu, donc bon. Mais vous nous avez accueillis dans la neige aussi. Il faisait moins 50 aussi. Quel accueil. C'est vrai ça, c'est la naissance d'Ufanga. Et puis les équipes spéciales de Green Bay qui ont chié dans la colle. Ouais, heureusement, elles sont plus aussi médiocres. Mais bon, ça, c'est pas un point fort, mais elles sont pas aussi médiocres. Mais blague à part, en fait, pourquoi j'ai dit 42-27 moi de mon côté, c'est tout simplement parce que je pense que la différence peut se faire que si nous on prend le lead d'entrée, on a quand même cette très grosse force à San Francisco depuis le début de l'année, de mettre l'accélérateur à partir du 3e quart. Et entre nous, je vois un petit peu ce scénario face à Green Bay, c'est-à-dire une première mi-temps quelque peu serrée, et derrière, en fait, on lâche la bride et ça décolle. Je vois un petit peu ce scénario-là pour le match face à Green Bay. De toute façon, si les Packers ne sont pas devant à la mi-temps, c'est fini. Parce que pour le coup, Jordan Love, même s'il a progressé quand il a le match en main. Quand il s'agit d'aller chercher le match, comme ça a été le cas même dans ces dernières semaines, dans une bonne période face aux Giants, il y en a un de vous qui en a parlé tout à l'heure, il s'est raté. Donc il y a ce paramètre-là, et puis il ne faut pas oublier quand même Matt LaFleur, qui même si lui aussi est en progrès, c'est quand même pas un coach qui sait s'adapter, c'est pas du tout sa plus grande force. Donc LaFleur, s'il y a 10 points de retard, ça fait pas le retard, quoi. Enfin ça reviendra pas.
Donc il faut pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire douter San Francisco, il faudra tourner soit à 14-14 ou avec un peu d'avance. Mais si on est derrière, c'est fini. J'ai cru comprendre que la tendance à Green Bay, c'était surtout une grosse première mi-temps et puis finalement une deuxième mi-temps un peu moins bonne. On l'a vu aussi contre Dallas, où Dallas est finalement revenu un petit peu en fin de match aussi, même si ça s'explique évidemment par l'écart énorme. Mais de ce que j'ai vu cette saison de Green Bay, c'était une équipe qui fonctionnait très bien en première mi-temps et puis en deuxième mi-temps qui pouvait avoir tendance à s'écrouler, même à se faire rattraper parfois. Ouais, au début de saison, on a eu un peu l'effet inverse où c'était rien du tout en première mi-temps et puis un petit peu ça poussait en deuxième mi-temps. Mais sinon, c'est vrai que la tendance, c'est ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de commencer fort pour prendre la main sur le match et faire douter l'adversaire. En même temps, si je peux me permettre, Kevin, Matt LaFleur est de l'école Kyle Shanahan à Atlanta. Donc beaucoup de choses s'expliquent aussi. Oui. Après, bon, espérons qu'il n'y ait pas 28-3, que ça ne mette pas des mauvais souvenirs pour Kyle quand même. Merci en tout cas Alex d'être venu pour nous parler un peu de ce match-là. Est-ce que tu as des choses à rajouter, à part le fait qu'il faut absolument aller écouter les têtes de fromage, évidemment? Bah oui, nous, effectivement, on a notre émission. On a fait une émission débrief là qui va sortir dans les prochaines heures et on fera notre preview sur le match. Sur le match de samedi, ça sera en fin de semaine également. Donc voilà, mais moi je suis très content en tout cas d'avoir participé avec vous quatre à cette émission. Merci encore de me l'avoir proposé. Avec plaisir, et puis de toute façon, quoi qu'il se passe, Green Bay et San Francisco ne sont pas des équipes qui ont non plus la haine entre eux. On restera bons amis après. Puis félicitations pour la grande saison déjà avant tout, parce que Green Bay est dans les équipes qui ont fait une excellente saison cette année. Vrai plaisir de les voir à ce niveau-là. Ouais, après, moi, Kevin Elliott, vous le savez un peu, parce que sur le chat de TDA, je l'ai déjà dit, mais quand Green Bay est out en NFC, c'est les 49ers que je soutiens. Donc voilà. Après, il y aura un dilemme si c'est contre les Bills au Super Bowl, parce que j'aime beaucoup les Bills aussi. Mais voilà, si vous passez le divisional, il faudra aller au Super Bowl. En tout cas, moi, je serai pour vous. Merci, monsieur le propriétaire. Ouais, t'es en plein travaux, là, ce que je vois, là. Ouais, ça fait 2 ans que je suis en plein travaux. Ouais. Et puis propriétaire de la franchise des Green Bay Packers. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas. T'as des parts Alex a des parts. Je suis propriétaire, minoritaire bien sûr, mais propriétaire. On va passer aux questions. Vous avez encore été très nombreux à nous poser des questions sur Facebook et sur Twitter. Sur X, pardon. Petite question, je pense que du coup, celle-là, je vais la poser à Alex. Maintenant qu'Aaron Rodgers n'est plus le quarterback, les Packers retrouveront-ils la formule magique pour nous battre en play-off? Ouais, c'est bien possible. Alors, ça se passera peut-être pas ce samedi, mais c'est bien possible. Le complexe que faisait Rodgers face à son équipe de cœur, maintenant est parti avec lui. Donc, écoutez, pas de raison. Peut-être qu'on se rejouera. Ça va devenir peut-être la rivalité des prochaines années. En tout cas, je l'espère. Avec plaisir. En tout cas, les Packers auront au moins, ça c'est une qualité pour eux, un quarterback qui aura l'air concerné. Parce que Rodgers donnait tellement l'impression d'en avoir rien à foutre de ses défaites face à San Francisco. Voilà, c'est vrai que la dernière défaite qu'ils ont venu prendre en playoff au Levi Stadium, Rodgers est sorti de son match après genre 2 drives. Puis tu voyais juste se plaindre sur le banc. Il n'avait pas l'air très concerné, pauvre monsieur. Ils s'en foutaient, mais royalement. Une petite question de Johan. Olivier, pour moi, Bosa va être une des clés du match. Il peut leur faire très mal et empêcher Love de trouver des cibles profondes. Sa pression de nous permettre de défendre fort. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu ta question, je suis assez d'accord avec toi, mais je dirais pas que c'est Bosa, c'est pas Bosa tout seul, c'est surtout s'il y a le Predator de l'autre côté. C'est ce duo maléfique qui fait la différence. Et c'est ce qui et comme on va pas être obligé de blitzer comme des débiles comme on fait les Cowboys, parce que c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Je suis entièrement d'accord avec ton pronom. Ensuite, comme l'a très bien expliqué Alex pendant l'émission, leurs deux tackles, c'est pas des débutants, donc ça risque d'être un très très beau combat, mais je pense qu'à la fin, la différence se fera à ce niveau-là. Si on arrive à lui mettre la main dessus une fois ou deux, je pense que le Love, il va commencer à souffrir. Kevin, question de Stéphane. Quel sera l'état de forme de CMC après ces 2 semaines de repos?
Le meilleur état de forme possible, j'ai envie de dire. On a eu le match de début de saison et le match post-bye week où on a vu un McCaffrey qui est arrivé dans une forme colossale. Donc j'attends la même chose de lui. Il avait des petits bobos avant la fin de saison, avant le match face aux Rams qu'il n'a pas joué. Donc là, après quasiment 3 semaines à se préparer pour ce match, j'ose espérer qu'on va avoir le McCaffrey le plus tranchant possible. Alors, je cherche les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, petite question pour tous les gars du podcast. Un épisode du Facebook Podcast en live sur Twitch un jour. Comme j'ai déjà dit, Pourquoi mais pas de ouf. De ouf. Moi, volontiers. Quand ils veulent, quand vous voulez, les copains. Moi, je suis un boomer, je sais pas ce que- Est-ce que ça inclura ton fond Ricard et boule de pétanque ou pas du tout? Alors, c'est pas du Ricard, c'est du Jeannot. On va rester jeune et Ils gros. sont chiants. Voilà. Déjà pour commencer. Mais en plus, Alex, il comprend ton langage en tant que sudiste. Je suis sûr que vous parlez la même langue. À son accent, ne dirait pas qu'il est de chez moi, lui. Je te le dis de suite. Alors, il est de chez moi, mais du Nord. T'habites où, Alex? Je suis de hier dans le Var. Ah, mais c'est pour ça. C'est la haute, c'est hier. C'est pour ça. Moi, je vais. C'est le Nord, il fait froid là-bas, c'est ça? Tu veux nous Non, dire c'est. Bah, non, il y a Olivier, pas il plus peut au pas y sud aller. que moi. Olivier C'est peut bord pas de y mer. aller, il a pas son passeport. Non, c'est bord de mer. Donc, oui, Olivier, tu sors des Bouches-du-Rhône, il a plus son passeport. Question suivante. Maintenant, Olivier voulait parler de Twitch. Vas-y, Olivier. Mais non, c'est moi, l'émission sur Twitch, oui, volontiers. Volontiers. Moi, je suis un boomer, je sais pas ce que c'est que Twitch. Il pensait que j'avais dit tweet comme Twitter. Déjà. Ouais. Twitter n'existe plus, mais c'est là qu'on voit que c'est un boomer. J'ai une adresse Wanadu. Kevin, petite question de José. Qui va être le joueur qui va dépasser nos attentes et qui va être le joueur qui va nous faire chier le plus, attaque et défense confondues, pendant les playoffs en général? Bonne question. Tu me poses une bonne colle. Olivier a très envie de répondre Ambry Thomas. Mais Vas-y, c'est pas mon choix. Olivier. Jordan Mason, Ambry Thomas, on connaît. Allez. Rien dit. Non, mais à l'inverse, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que Brandon Ayuk est très sous-coté dans cette ligue, donc je pense qu'il pourrait en surprendre plus d'un dans ses playoffs et enfin exploser au grand jour et enfin avoir son statut de vrai receveur numéro 1. Ok. Question de Casval Aznable. Des gens ont des pseudos absolument superbes. Est-ce que pour vous, Jordan Love a la possibilité de faire comme Brock Purdy l'année dernière et qu'on se fasse manger, ce que je n'espère absolument pas? Alex, est-ce que tu peux voir quelque part en Jordan Love ce qu'a fait Brock Purdy l'année dernière, à savoir exploser en fin de saison et arriver et gagner des matchs en playoff? Bah, il l'a prouvé contre Dallas. Il a été irréprochable, et il a été précis, il a été, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il a joué, il a été bon sous la pression. Il a fait ce qu'il a voulu, donc je pense que c'est déjà le cas. Il a vraiment une grosse marge de progression, donc ouais, je pense qu'il peut vraiment faire aller très loin. Maintenant, c'est qu'un côté du ballon, donc c'est pas lui tout seul qui pourra amener Green Bay, déjà qui pourra leur faire passer San Francisco, mais il y a du Rodgers dans ses lancers, donc c'est vraiment intéressant. Question de Gab, celle-là elle est pour Olivier, vu la manière dont elle est tournée. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles Purdy est-il snobé par la NFL par rapport à Prescott la fraude? Alors, très honnêtement, je pense que il y a un problème si on mettait Purdy trop haut, ça rendrait caduque tout le travail des scouts et tout l'intérêt que des gens ont pour la draft. Le mec, il était drafté après ma grand-mère et juste avant mon grand-oncle, et il est le meilleur quarterback de la ligue cette année. Donc si la NFL le faisait officiellement, cela prouverait que leur système de calcul de draft est un peu tout pourri. C'est pour ça que je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à avoir des accessites comme ça pendant un moment Purdy, parce que pour l'instant, il est encore vu comme le mec drafté en dernier l'année dernière, c'est tout. Voilà. C'est pour ça que Prescott, il a beaucoup plus d'aura. Je pense que ça s'arrête à ça, c'est tout. C'est mon avis très personnel. Une petite dernière question qui n'était pas sur Twitter, une question de moi que j'ai envie de poser. On a déjà fait les pronos de ce match-là, on va prendre un peu notre boule de cristal chacun. Qui sera en finale de conférence, que ça soit contre Green Bay ou contre San Francisco? Est-ce que ce sera Détroit ou Tampa Bay, Kevin? Détroit me paraît beaucoup trop au-dessus, en plus à domicile. Tampa Bay, j'y crois pas plus que ça, malgré qu'ils aient fait un bon match contre Philadelphie. Gonzague?
Détroit, parce que j'adorerais un match 49ers contre les Lions. Ça serait explosif de par les schémas de jeu. Et je reprends également l'argument de Kevin. Pour moi, Détroit est un poil supérieur quand même à Tampa Bay. Olivier? Tampa Bay a une super attaque aérienne, mais Détroit, moi Détroit juste pour une seule et unique raison, Barry Sanders. Voilà. Il est plus là, tu sais qu'il joue plus. Hein. Je ne peux pas savoir. Voilà, comme je discutais avec Benjamin Bernard hier soir, pourquoi Détroit? Parce que Barry Sanders, tout simplement. Voilà. Alex? Ça sera Tampa qui sera en finale de conférence, tout simplement parce qu'ils ont leur point fort, c'est exactement ce qui va emmerder Détroit. Le jeu aérien, vous l'avez parlé, ils vont faire exploser leur backfield qui est mauvais. Et défensivement, ils vont les faire chier. Donc, je suis désolé d'être un peu grossier, mais défensivement, ils vont vraiment les emmerder. Donc Tampa, ça sera serré, mais c'est Tampa qui va passer. Et moi, je vais aller sur Tampa aussi. Alors, j'étais un des gros défenseurs de Détroit toute la saison et je pensais qu'ils iraient très loin. J'ai l'impression qu'en gagnant ce match de play-off, ils ont quasiment, même s'ils sont favoris, atteint un stade qu'ils espéraient plus. Et j'ai l'impression que ce deuxième match-là, ils vont être tellement dans l'émotion plus que dans la performance que ça peut leur jouer un tour. Là où Tampa Bay, et j'ai l'impression un peu comme Green Bay dans un certain sens, on est content d'être là et du coup on va y aller à fond. Et juste parce que pour voir la tronche de Gonzague si Baker Mayfield est en finale de conf. Alors, juste une chose pour les défenseurs de Tampa. Entre la grosse défense et certains schémas de jeu qu'on voit chez Tampa, ça me rappelle en effet étrangement cette année où les Giants se sont qualifiés d'extrême justesse pour les playoffs et ont atteint le Super Bowl et battu les Patriots 17-14. C'était vraiment cette équipe qui gagnait un peu ces matchs de justesse, grosse défense, et qui était un peu arrivée en playoff par l'opération du Saint-Esprit, quoi. Et il y a un peu de ça chez Tampa, je le reconnais. C'est pour ça qu'elle peut être dangereuse. Mais j'ai trop envie d'un 49ers Lions. Trop envie. Moi aussi, j'ai une question. Comment on va donner le Comeback Player of the Year à Damar Hamlin alors que Baker Mayfield serait peut-être en finale de conférence? Et que Joe Flacco est sorti de sa retraite et a amené les Browns en playoff alors que Damar Hamlin a joué 3 snaps et demi? Bonne question, je sais pas. Je l'ai pas non plus, je comprends pas. Je reviens d'entre les morts. Bah oui, d'accord, mais il y a plein de gens qui reviennent d'entre les morts toute l'année et qui soient reconnus par la NFL. Qu'on l'honore lors de cette soirée-là, ok, mais... Mais ça, c'est un trophée officiel que tu remets tous les ans à des mecs qui reviennent de blessures, à Geno Smith, à Joe Burrow, qui l'ont eu. Et t'as des mecs qui ont l'histoire un peu de Geno Smith cette année, Baker Mayfield, Joe Flacco, pour citer que. Et je trouve que Damar Hamlin, ce serait beau de l'honorer d'une autre façon, mais lui donner ce trophée officiel et de le reconnaître comme un mec qui a une importance certaine dans la saison NFL, alors que ça n'a pas été le cas. Je suis pas sûr. Ouais, pour moi, c'est Flacco, clairement. Baker Mayfield, il avait commencé une carrière de journeyman en NFL avant de signer aux Bucks, puis il devient un super quarterback titulaire au final. Bah, Joe Flacco, c'était même plus une carrière de journeyman, c'était une carrière de mec qui joue. Il a 38 ans, Flacco, c'est différent. Et puis Flacco, il a fait 4 matchs, quoi. Je veux dire, il n'a pas fait une saison complète. Je suis team Mayfield sur ce coup-là. Ah, bref. Après, est-ce qu'on est vraiment en train de débattre du trophée dont tout le monde n'en a vraiment rien à foutre au final? Oui, c'est ça qu'on est en train de faire. Ok, ça marche. Bon, on va passer au jeu du coup. J'ai préparé un petit jeu qui sera en 2 étapes. Je vous explique. On va partir sur le principe qu'on avait fait avec le jeu des numéros, à savoir le premier qui sort une réponse a gagné. Voilà, donc je vais vous proposer des choix. Enfin, pas des choix, des questions. Et le premier qui sort la réponse gagne le point. Cette question va porter sur les surnoms, messieurs. Il y a beaucoup de joueurs en NFL qui ont des surnoms à San Francisco et ailleurs. Là, évidemment, on parle de joueurs de San Francisco. J'ai 10 joueurs actuels et 10 anciens joueurs de San Francisco qui ont des surnoms. Je vais vous balancer le surnom. Il faut me trouver le joueur, tout simplement. Il y en a des faciles. Il y en a où ça va aller vite. Et il y en a où moi, je le connaissais. Enfin, je connais le joueur, mais je connaissais pas le surnom. Et il faut juste écrire le nom du joueur, c'est ça? Dire le nom du joueur, exactement. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Oui. Allons-y. Je sens que je vais être bien nul. Alex, du coup, t'es un peu désavantagé parce que là, on va parler vraiment San Francisco. Mais t'as tout à gagner comme les Packers. On commence facile avec les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif des 49ers. C'est facile, ça. Non, alors, les 10 premiers, c'est des joueurs qui sont chez les 49ers. Et ce premier-là est facile. Messieurs, quel joueur est surnommé Predator? Young.
Elle est pour Kevin, celle-là. C'est Oh Kevin. non, oui. oh non, Ah oui. Non, c'est Kevin. Bah oui. non, mais putain, c'est pas possible, je me fais voler. Alors, je t'explique. Qu'est-ce ça que se tu passe. fais Ils vont voler me voler. Évi- Ils vont me évidemment, voler parce que J'ai eu gagne le temps d'aller me tous les chercher un jeux. McDo après avoir dit ma Depuis- réponse avant que tu dises la depuis le début tienne. de la saison, depuis le début de la saison, je gagne Olivier. tous les jeux. Donc là, ils vont se liguer contre moi. Voilà. Non, Olivier, objectivement, c'est Allez, Kevin. c'est bon, ça va. Allez, c'est bon. Allez. Allez, celui-là facile également. Quel joueur est surnommé Silverback? Williams. Trent Williams. Oui, Olivier, c'est Trent Williams surnommé C'est bon, là, il n'y a Silverback. personne, voilà. Non, mais oh. Oh là Vous aviez là, fait il un commence article pas. sur Vous avez fait un article sur TDA il y a 2-3 ans là-dessus. Qui a un grand, le Silverback qui a un gorille et Trent Williams qui a un grand tatouage de gorille dans le dos. Très facile également. Quel joueur est surnommé Mr. Relevant? Brock Purdy. 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 Alors c'est Kevin, mais tout le monde Ah, l'a eu. non, c'est Mais moi, là. non, c'est bah oui, tu fais pareil. Évidemment que tu crois, mais sauf que moi, j'ai tout le monde en même temps. Toi, tu crois l'avoir eu avant les autres parce que tu as le délai qui arrive. Mais moi, comme j'ai le délai de tout le monde qui arrive, forcément. Et c'est Kevin, j'aurais dit Kevin qui a 2 points. Moi, je dis que c'était Alex qui l'a dit. Non, alors Alex, il va trouver, je suis sûr, les plus durs. Non, en vrai, même moi, je c'est des mecs qu'on connaît même moins, tu vois. Quel joueur est surnommé... Bon, là ça devrait fuser. Juice. Juszczyk. C'est Gonzague. Oh non, mais c'est pas humain, se Je pensais que t'allais le dire. Je pensais que t'allais le dire en 1, celui-là. En fait, c'est surtout que... Je suis arbitré par Turpin ce soir. Oh putain, le fan de Marseille, quoi. Quel joueur est surnommé Smaller Beer? Bossa. Oui. Et oui. Smaller Beer, Nick Bossa. Putain, j'ai même pas compris ce que t'as dit. Oui, c'est ça, c'est le petit ours, c'est le frère de Grand Ours. Exactement. Quel joueur est surnommé Grave Digger? Greenlow. Non. Ward. Kittel. Non. Tu peux le redire le. Grave Digger. Warner. Non. Oufanga. Non plus. Est-ce que vous voulez un indice? Non, pas d'indice. Gibson. Non plus. Ayuk. Armstead. On va faire tout l'effectif. Balance un Non. indice. Hargrave. Hargrave. C'est Javon Hargrave. J'ai jamais entendu. coup. J'ai jamais T'as entendu noté ça. les points, j'espère, hein, parce que là, j'en ai au moins 4 ou 5 déjà. T'en as 2. Ah oui, t'en as 2. T'en as 2. Petit rappel des scores, du coup, Kevin 3, Olivier 2, Gonzague 1 et Alex a le trophée de participation, mais il est désavantagé sur le jeu. Si on, Ouais, fait, ça- le même jeu avec les si on fait le même jeu avec les Packers, je pense qu'il nous lamine. Hein. Ce qui serait logique. Quel joueur est surnommé Tig? Tig. C'est Jay Brown. Oui. Bien Parce que joué. j'ai lu L'article l'article sur d'aujourd'hui, TDA. c'est l'article Merci TDA. d'aujourd'hui. L'article d'aujourd'hui, j'étais en train de me le faire dans la tête. Parce que Tigrou. Exactement. Là, on va passer aux 3 plus durs de l'effectif actuel. Quel joueur est surnommé Sweet Feet? Sweet Ayuk. Feet. Non. Ronnie Bell. Ça lui va Non. trop bien comme surnom. TMC. Non. Sweet Feet. Willis Ned. Dibo. C'est Dibo. C'est Dibo. Alors, je savais pas que certains trucs, je les ai vus, ils étaient notés comme c'est leur surnom. J'étais pas au courant que qui que ce soit appelé Dibo Sweetfeet. Voilà. Comme le prochain qui est surnommé Boomin Onion. Tickle. Non. Ça, c'est un nom de lineman, ça. Aaron Où Jones. C'est quelqu'un qui a fait une pub pour une Ron- marque d'oignons. Non, en fait, l'important dans le Boomin Onion, c'est le Boomin. Greenlow. Colton McKeith. Non. Aaron Banks. Non. Celui-là, si vous le trouvez, c'est fort quand même. Flanagan Moins Fox. fort que... Wisnowski. Oui, c'est Wisnowski. Toi, t'es Comment sur t'as Google, fait c'est pas possible. Mais je triche pas, mais celui-là, il valait 4 points, donc je suis largement devant, ça y est. Non, Ah, c'est alors parce que c'est jamais australien, c'est le surnom des Australiens. Boom, Exactement, Boomin. Boomerang. Boomin, c'est australien comme expression. Bah oui. Et le dernier, alors celui-là, si vous le trouvez, celui-là, il est pour 3, c'est 3 points. Ah. Très clair, celui-là, c'est 3 points. Quel Oui, joueur la tête- La tête de Kevin, de suite, et là, voilà. Il sait qu'il va Ah réussir. Voilà, Ah oui. il ne peut pas tricher, c'est du... Voilà. Quel joueur des 49ers est surnommé Smoothie King? Greenlow.
Non. Warner. Ronnie L'indi- Bell. Mon indice, c'est vous le trouverez pas, donc vous attendez pas à un joueur, une top star. Davis Price. Non, mais j'aime que tu sors Davis Price. Mais ça me plaît. Robert Bill. Talia Davis. Non, Flanagan Falls. non. Ok. Euh, Hawkins, je sais pas comment il s'appelle. George Odum. Non, Ouais, c'est pas Hawkins. Taylor Hawkins. C'est pas Taylor George Hawkins. Odum. Non. On est sur un joueur offensif. Charlie Warner. Non. Braden Willis. Non. Ah non, Cameron il a Latou. il a toute Non. la liste. Putain, je cherche le Non, nom de je notre cherche. troisième quarterback. Brandon Allen. Non. Non. John On est sur la Fox. ligne. On est sur la ligne. John Sur la Feliciano. li- Non. Nick Zakelj. Non. Jack Brendel. Non. Matt Pryor. Non. C'est Jason qui le Paul. dernier Jalen Moore. Non. Ben Phillips. Non. Ben Barch. Mais c'est Ben Barch. Ben Barch. T'as l'effectif sous les yeux. T'as l'effectif sous les yeux. Non, Kevin, mais non, t'as il a, l'effectif sous les yeux. il a joué face aux Rams. Non, ça compte. Je suis sûr que non, il a Ben pas de Barch. chance. Sous les yeux. Est surnommé Smoothie King et je ne sais pas pourquoi. Tourne Moi non l'écran. plus. Je suis sûr que t'as l'effectif sous les yeux. Escroc. Tricheur. C'est pas beau ça. Et voilà. Est-ce que vous voulez ceux qui ont joué à San Francisco mais qui n'y sont plus? Ouais. Si c'est pas trop dur, parce que si tu trouves le remplaçant Alors, de ouais, mais 1994, Non, alors, Arrêtez les gars, j'ai 14 points d'avance. Arrêtez. tous les Putain. joueurs que je vais citer, Triche pas, non. tous les joueurs que je vais citer, vous les connaissez. C'est sûr et certain. Certains sont des stars. C'est voilà. Donc non, il n'y a pas d'équivalent Ben Barch, par exemple. Et ça va aller très vite. On va recommencer facile. Du coup, quel joueur était surnommé World? Michael Jackson. Alors, non. Un joueur historique de San Francisco qui était surnommé World. Jerry Rice. Oui, tout simplement. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a l'autre con en dessous, là. Quel joueur était surnommé? Bon, là, ça va aller très très vite. Et là, je compte sur Alex pour aller chercher un point là-dessus. Parce que c'est pas tant que San Francisco, Bon, c'est bah. que le mec, c'est méga superstar. Quel joueur était surnommé Prime Sanders. Time? Sanders. T'as mordu la réponse. T'as mordu la réponse, Olivier. Ouais, Mais c'est- ma foi, t'as trop parlé. T'avais qu'à rien dire. Ok. Quel joueur était surnommé Optimus Prime? Oh putain. Frangor. Frangor. Randy Frangor. Moss. Non. C'est pas Frangor. Optimus Prime. Vernon Davis. Patrick Willis. Non. Navarro Bowman. Non. Optimus Prime. Non, t'as dit Patrick Willis, Roboman. Terrell Owens. Non, c'est un joueur qui a joué à San Francisco, mais sa carrière est plus connue pour son temps dans une autre équipe. Justin Smith. Non. C'est-à-dire qu'il a fini chez nous, il a fait quelques années chez nous, histoire de... C'était pas Randy Moss. Un joueur dont Kevin est fou amoureux. Alex Mack. Non. Fou Vous donnez amoureux. votre langue au chat? Optimus Prime, quand même. Optimus Bah oui, Prime, mais attends. Ah non, j'ai envie de le retrouver, ça. C'est un joueur défensif. Aldon Smith. Sherman. Non, il a commencé chez nous. Qui a dit Sherman? Ah oui, bah oui. Oui, Alex. Oui, Alex. Le point pour Alex. Richard Sherman. Qui était surnommé au Et il a pas joué chez nous, Sherman. C'est un mensonge. Mais si, Effectivement. Laissez-moi oublier ça. Il est pas le Non. bienvenu. Alors Laissez-moi oublier ça. il a bien joué chez nous. Il je a vous très trouve. bien Ah, joué. probablement. mais- D'ailleurs, il fait une interception qui finit un match de playoff contre les Packers. Je veux dire oui, ça. Quel joueur était surnommé The Inconvenient Truth? Owens. Kevin Renaudet. Non, Kevin Renaudet, ça aurait pu, mais c'est pas lui. C'est une convenient trousse. Joueur Avec offensif. Crabtree. C'est vrai que Terrell Owens, ça aurait été une bonne idée. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça, Non. ça me paraissait cohérent. C'est pas Crabtree, mais c'est la même époque. Anquan Boldin. Vernon Davis. Non. Joe Staley. Non. Frank Gore. Oui. C'était Frank Gore. Bah alors Gonzague, là, ton amoureux. Ah, Gonzague, Gonzague. elle est amoureuse de Frank Gore qui connaît pas le surnom de Frank Gore. Bah oui, mais moi je l'appelle Franck.
On est amis, on part en vacances. Normalement, c'est le tank, Frank Gore. Alors, ça doit pas être très. Enfin, les vacances avec Frank Gore, ça doit être chelou quand même. Il fait la gueule, comme d'habitude. Il fait la gueule. Il t'enverra une photo. Voilà, Pour l'anecdote, je l'ai croisé dans les travées du stade et une fois, j'ai été lui demander une photo parce que Frank Gore, c'était un monument. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il a pris la photo, mais j'ai cru qu'il allait me tuer, vu la gueule qu'il tirait. Ouais, tu nous avais raconté. Le gars le moins sympa de la Terre. Après, il avait perdu aussi. Ah ouais, toi, tu demandes des questions. Tu demandes à Frank Gore après une défaite de prendre une photo, de prendre un selfie, mais t'es un fou furieux. Je vois Frank Gore qui passe derrière moi, je lui ai posé 2 questions. Tu tiens pas à ta vie. C'est quoi le nom de ta mutuelle? Je veux la même. Là, t'es un fou. Bon, est-ce que je fais les autres parce qu'ils sont quand même, enfin, vu comment vous galérez sur Frank Gore, les autres ils sont quasiment impossibles au final. On peut essayer The Bald Eagle, mais vous l'aurez pas, je pense. The Bald Eagle. Là, non, là on remonte on remonte loin. Je vais sortir Montana. de mes quarterbacks sombres des Niners. Ah, tu triches encore, mais c'est pas possible, Kevin. Tu peux pas faire un jeu sans tricher. Essaie de me battre une fois sans tricher, ça serait beau, quoi. Ça peut être Jeff Garcia. Non, mais c'est vrai que ça peut être Jeff Garcia. Non, Gonzague, j'ai dit on remonte. Ah. On remonte dans un temps où même Olivier il regardait pas les matchs. Joe Brady. Non. Non, mais vous l'aurez pas. Wyatt. Il est Hall of Famer ou pas? The Bald Eagle parce qu'il était chauve. Oui. Voilà, tout simplement. Ouais, les autres, ça va être trop dur. Mais du coup, je peux vous les donner quand même. Lights Out. Olivier Chenot. Ça lui va trop bien comme ça. Non, Lights Out, c'était Dante Whitner. Ouais. Quand il les éteignait. Ah, ça, j'aurais pas trouvé ça. Le Prince Aladdin. Gonzague, clairement. Ah, bah évidemment. Salam alaikum. Le Prince Aladdin, sachez-le, est un des surnoms, et je ne le savais pas, de Jimmy Garoppolo. D'accord. Il y a quelque chose. Ah, d'accord. Il y a un truc. Il y a un truc dans le côté prince, ouais. Aladdin un peu moins, prince oui. Green Mile, là c'était une dédicace pour les mecs du podcast. The Green Mile qui est le surnom d'Hassan Ridgeway. Ouais, alors, t'aurais pu passer la nuit entière qu'on l'aurait pas trouvé celui-là. Si j'avais dit qu'il avait signé au Texan, vous l'aurez trouvé. Oui. Et enfin Sunshine, qui est le surnom de CJ Beathard. Ouais, bah. Mais en tout cas, bravo Kevin, victoire de Kevin. Désolé Olivier. Écrasante, merci. Olivier qui va partir en dépression probablement, je pense après ça. Il faut sortir un jeu improbable pour que je perde. Voilà, j'ai compris. Oh là là. Voilà, sur ces relents de mauvais joueurs d'Olivier, on va vous remercier de nous avoir écoutés pour ce 63e épisode du Facebook Podcast. Merci Alex d'être venu nous parler de tes Packers. Je le répète, mais écoutez les têtes de fromage, du coup 2 épisodes, c'est ça, cette semaine? 2 épisodes par semaine depuis la mi-saison. Comme quoi, on doit leur porter chance parce que depuis qu'on fait 2 épisodes, on est remonté. Merci en tout cas. Et puis rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. Niners Packers, le vainqueur ira en finale de conférence. Si les Niners gagnent, ça sera à domicile contre Lions ou Buccaneers. Si c'est les Packers qui gagnent, ça sera du côté des Lions ou des Buccaneers étant 7e seed. Et on espère que vous avez kiffé cet épisode. Go Niners, sauf Alex évidemment qui va pas le dire, je pense. Go Pago. Et merci de nous avoir écoutés. Salut. 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 Ciao. Come on.